Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce nouveau webinaire. Alors, je vais me présenter, comme ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Je m'appelle Anouk Rivière-Jérôme, j'ai fondé Réseau.tech. Nous sommes un cabinet de recrutement et une agence de freelancing. Ça fait depuis 2017 que j'accompagne des freelances à s'installer freelance et qu'on leur trouve des missions. Nous, on est spécialisé dans les systèmes embarqués et la cybersécurité. Mais du coup, je vais pouvoir vous partager mon expérience et l'expérience de freelance avec qui on travaille. La semaine prochaine, tiens, pour information, on fait un échange en live. Il y a 4 freelances, bientôt 5 qui seront là. Vous aurez des freelances plutôt juniors, vous aurez des freelances très seniors, vous aurez aussi un ex-freelance. Vous aurez des gens dans l'aéronautique, dans l'IT, dans l'électronique, des gens avec des parcours variés qui vont répondre un petit peu à toutes les questions qu'on a traitées durant les webinaires, comment ils sont installés freelance, quel statut ils ont choisi, comment ils ont quitté leur CDI, comment ils trouvent des missions, comment ils communiquent sur leur offre, comment ils ont fixé leur TJM, etc. Voilà, et ils répondront en live à tout ça. Et là, aujourd'hui, avec Rémi, on est en train de préparer tous les webinaires qui seront de mi-janvier à fin février. Il y en aura sur le portage salarial, il y aura de nouveaux thèmes qu'on n'a pas abordés, il y en aura un autre avec un échange avec des freelances, il y en aura un aussi de Karim Belhamri, qui est un agent de freelance qui va vous parler réseau et comment trouver des missions, qui est un sujet, je sais, qui vous intéresse tous. Donc aujourd'hui, comment construire et communiquer son offre de service freelance? C'est ça qu'on va traiter. Vas-y Rémi, on attaque la première slide. Tout d'abord, pourquoi communiquer? Et aussi, que communiquer? Pourquoi communiquer? Parce qu'en fait, vous savez ce que vous savez faire, vous savez ce que vous pouvez proposer, mais tout le monde ne le sait pas autour de vous. Donc, il va falloir communiquer. Bon, ceci étant dit, vous allez devoir communiquer de manière claire, mais donc il faut que vous l'ayez construit dans votre tête en amont. Je prends un exemple. Vous êtes ingénieur en logiciel embarqué, vous avez 10 ans d'expérience. Qu'est-ce que vous allez proposer comme offre de service? De l'ingénieur logiciel embarqué, du développement logiciel embarqué. Très bien. Mais ensuite, il y a toutes les subtilités. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est dans mon CV. C'est une chose. Mais quand on est freelance, on va le voir tout à l'heure, le CV, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas la seule façon de communiquer. Votre offre de service, elle est peut-être plus large que ça. Vous pouvez proposer une offre de service de développeur logiciel embarqué, mais vous faites aussi de l'architecture, vous faites aussi du test. Vous préféreriez une mission architecture et développement. S'il y a du test, vous prenez quand même, mais uniquement si vous n'avez pas trouvé en architecture, par exemple. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Si vous avez l'expérience, dans quel secteur vous l'avez, quand on est développeur embarqué, c'est pas pareil si on a fait de l'automobile ou du spatial, les contraintes et les normes ne sont pas les mêmes. Si vous êtes multisecteur, vous pouvez le dire aussi. Ce qu'il va falloir exprimer, c'est toutes vos contraintes. Et vos envies et vos aspirations, est-ce que vous savez faire? Et surtout là où vous avez de la valeur ajoutée. Donc, pourquoi communiquer et comment communiquer? Communiquer sur votre expertise, là où vous êtes vraiment fort. Si par exemple, vous avez fait plein de techno, y compris du Python, mais un tout petit peu, et que vous êtes contacté pour une mission où c'est 100% du Python, ça ne va pas vous intéresser, vous ne serez pas pertinent non plus. Donc, soyez clair en disant, mon expertise est là, et en plus, j'ai ça, mais ça, c'est le plus. Mon expertise, elle est là, je cherche ce type de mission. Ensuite, vous allez donner vos contraintes, tout ce qui est télétravail, tout ce qui est travail hybride, tout ce qui est déplacement. Je dis ça il n'y a pas longtemps, j'ai eu un freelance qui m'a dit il a des parents âgés, il ne peut pas se déplacer à l'étranger, ni même une journée à l'autre bout de la France. Voilà, il a une contrainte. Il faut que ça soit clair dès le début et y compris dans votre offre de service. Si vous avez un excellent niveau d'anglais, ou à contrario, si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, dites-le également. Ou si vous cherchez spécifiquement des missions avec un contexte international, parce que c'est aussi là que vous aurez une valeur ajoutée, expliquez-le également dans votre communication autour de votre offre de service. Donc ça, je ne peux pas faire la réflexion pour vous. Il va falloir que vous la fassiez de votre côté. C'est effectivement peut-être l'expérience qui va vous dire qu'est-ce qu'il va falloir communiquer. Et on va voir tout à l'heure le support. Mais surtout, pourquoi communiquer? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle en marketing de l'inbound marketing. On prend un exemple, on va prendre Réseau.tech. Réseau.tech, nous communiquons sur LinkedIn et sur d'autres réseaux sociaux. Comment on trouve nos clients? Eh ben, on ne fait rien. On fait rien. Comment on trouve nos clients? Par le réseau que moi j'ai, le réseau que les différents consultants et collaborateurs ont, le réseau aussi de nos candidats qui bougent, le réseau aussi des gens qu'on a croisés professionnellement. Et ensuite, la communication sur les réseaux comme LinkedIn va nous permettre d'amener les gens jusqu'à nous. Ils vont savoir ce que nous faisons de manière claire et du coup, ils vont garder ça de côté et le jour où ils auront besoin de nous, ils nous contacteront. On fait aussi une newsletter pour pouvoir entretenir des gens avec qui on est en contact.
Donc là, vous voyez quelque chose quand même qui commence à sortir, c'est qu'il va falloir vous créer un réseau et qu'il va falloir l'entretenir. Vous allez le créer comment? Par votre expérience, par partout où vous êtes passé, et on va en reparler tout à l'heure. Donc pourquoi communiquer? Parce que vous allez pouvoir faire venir les clients jusqu'à vous et les missions. Un CV, est-ce que ça suffit? Non, la réponse à un CV, non. J'ai souvent des gens qui ils s'installent freelance, ils m'envoient leur CV. Et ce n'est pas ce que le client attend. Le client, un CV, c'est pour du recrutement, ça va raconter votre parcours professionnel. Ça ne parle pas de votre offre de service. Quand vous êtes freelance, il va falloir déjà que votre CV, il indique clairement votre statut. On n'a pas besoin de savoir que vous avez une URL, une SARL, etc. à ce stade. Hein, vous ne demandez pas votre cabis. Ça, vous aurez à le fournir un peu plus tard. Non, on va se demander, il va falloir indiquer clairement que vous êtes consultant et que vous êtes aujourd'hui à la recherche d'une mission. Maintenant, dans le nouveau format de CV que beaucoup de monde utilise, si par exemple vous allez sur Canva ou sur Do You Buzz, voir les templates et les modèles proposés, on rajoute à chaque fois maintenant 2 phrases qui racontent un petit peu ce que vous recherchez et vos aspirations. Là, vous allez pouvoir dire clairement que vous êtes consultant, freelance, indépendant, que vous recherchez des missions, on va prendre notre exemple toujours de développeur logiciel embarqué, vous êtes développeur logiciel embarqué senior, que vous avez une expérience dans un contexte international, que vous privilégiez aujourd'hui des missions dans le secteur, par exemple, des hautes technologies, ou alors peut-être de la green tech ou de l'IoT, etc., mais que vous êtes également ouvert à des missions dans l'automobile où vous avez travaillé longuement, que vous êtes basé sur le bassin toulousain et que vous n'acceptez que des missions de type hybride avec du télétravail partiel. Voilà quelque chose de clair. Et derrière, vous allez pouvoir effectivement dérouler votre CV. Le CV, en plus d'un freelance, n'est pas le même qu'un CV d'un consultant de S7. Ce n'est pas non plus le même qu'un CV de quelqu'un pour du CDI. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même chose qu'on attend. On attend déjà de savoir de manière très détaillée quelles sont les technologies, quelle est votre expertise. Et aussi, en tant que freelance, vous allez peut-être avoir un CV, le fameux CV long comme le bras, parce que vous allez faire une mission de 6 mois ici, une mission d'1 an là, etc. Et du coup, ça va faire beaucoup d'expérience. Moi, je vous conseille d'avoir un CV qui va être un résumé de votre offre. Et vraiment, il va falloir l'imaginer comme ça. Et ensuite, d'avoir toujours de près derrière une sorte de dossier de compétences. Vous savez, si vous avez déjà été en collaboration avec des ESN, ils vous demandent de remplir un dossier de compétences qui, là, peut être long comme le bras. Vous allez avoir chacune de vos missions et de vos expériences détaillées avec l'entreprise, avec le projet dans lequel vous avez travaillé. Vous pouvez aussi dire la taille de l'équipe. Vous pouvez dire s'il y avait un contexte international, les tâches que vous avez réalisées. Et ensuite, l'environnement technologique, l'environnement technique, les outils, les logiciels, les normes dans lesquelles a été cette mission. Et là, vous allez pouvoir détailler. De plus en plus, les CV, maintenant, on a tous une partie compétences. Donc ça va évidemment, vous êtes très utile en tant que freelance, vous allez pouvoir mettre vos compétences. Une précision, ne mettez pas tout. Moi, je vois des CV, j'appelle ça la boîte à tout. Et je vois une liste innombrable de technologies, notamment pour les freelances dans l'IT. Et là, je vois Java, JavaScript, Python, et vas-y, et tous les frameworks, allez, du React, de l'Angular, etc. OK. Moi, je le contacte pour une mission Python. Le gars me dit, bah non. Ah, comment ça, non? Oui, j'en ai fait un peu, mais c'est pas mon expertise. Mon expertise. Et puis, de toute façon, moi, je veux trouver des missions, par exemple, en Node.js. Ah, ben dites-le. Dites-le, écrivez-le clairement. Mettez plutôt dans vos compétences là où vous avez le plus d'expertise. Et ensuite, vous mettez les autres technologies que vous avez abordées, appréhendées. Mais ça permet de colorer effectivement votre CV. Mais si vous cherchez précisément des missions avec du front en Angular 2 et du back en Node.js, mettez-le et mettez là où vous avez l'expertise. Par contre, il faut que votre CV le dise la même chose ou que votre dossier de compétences dise la même chose. Si vous cherchez, vous dites que vous êtes expert en Node.js et qu'on voit que toutes vos dernières missions, c'était dans une autre techno, ils ne vont pas comprendre. Voilà, ça ne va pas faire cohérence. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention aux missions que vous allez choisir. Que rajouter de plus? Quand on voit un freelance, on va être moins exigeant sur l'intégralité, notamment pour des profils très seniors, de leur parcours. Par exemple, vous avez une première carrière, j'en sais rien, comme développeur. Aujourd'hui, vous êtes architecte cybersécurité. Bah, cette partie-là de votre carrière, vous allez pouvoir faire juste un petit paragraphe. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les entreprises où vous avez travaillé. Vous faites un paragraphe de 2000 à 2010. J'étais développeur embarqué, j'étais développeur IT dans telle et telle techno, dans ce type de secteur industriel. Mais ensuite, le reste de votre CV, ça va être surtout, par exemple, la partie architecture cybersécurité pour montrer l'expertise que vous avez et qu'ils peuvent vous employer sur ce sujet-là. Voilà.
Bon, les diplômes, etc., oui, il va falloir les montrer, il va falloir les mettre comme sur un CV classique, ça va rassurer tout le monde. Donc la question, est-ce qu'un CV suffit? La réponse est oui et non. Un CV, oui, il le faut. Par contre, il faut un CV où c'est clairement dit que vous êtes consultant freelance et que c'est ce type de sujet que vous cherchez, le type de mission que vous cherchez, vos compétences et votre expertise. Et ensuite, derrière, soyez prêt à dégainer très rapidement un dossier de compétences où vous allez détailler l'intégralité de vos missions. Et c'est là-dessus, en fait, que durant l'entretien, on va dialoguer avec vous. Ils vont venir dialoguer, ils vont vouloir creuser typiquement les missions qui vont être peut-être le plus proches de ce que eux proposent aujourd'hui. Et l'avantage, c'est qu'ils vont peut-être en trouver une dans le panel de vos missions. Ensuite, il y a d'autres façons de communiquer. Évidemment, tout le monde dans le développement informatique connaît GitHub. Il y a les projets que vous avez faits sur GitHub et que vous allez partager, qui vont être votre vitrine. Donc là, c'est si vous avez en interaction des managers techniques, ils vont y aller. Donc mettez-le sur votre CV et partagez-le et construisez-le. Vous pouvez aussi avoir un site web. Alors, je vois des freelances qui passent beaucoup de temps à travailler sur leur site web. Alors, dites-vous que le site web, ce n'est pas une façon d'acquérir des missions. Ça va simplement être une façon d'assurer, de réassurer vos interlocuteurs. Parce que, à moins que vous ayez un site web avec énormément de fréquentation, un gros SEO, que vous fassiez de la pub sur les réseaux, ce n'est pas là que vous allez amener les gens. Par contre, c'est là où vous allez pouvoir détailler vos projets. On va prendre peut-être, dans un autre métier, par exemple, les graphistes. Les graphistes, ils vont très très vite, les freelance graphistes, vous dégainez un book avec donc un PDF qui va être les exemples des différentes choses qu'ils ont fait avec beaucoup de visuels. Et derrière, ils ont souvent un site web également qui est pareil, un portfolio ou un book de ce qu'ils ont fait et qu'ils vont envoyer. C'est-à-dire que quand on les contacte, très rapidement, ils donnent ça, ou alors sur votre CV, vous donnez ces liens-là, et les gens vont pouvoir y aller et avoir plus d'informations sur vous. Bon, voilà. Donc, un CV suffit, oui, dans un premier temps. Et puis, le CV, vous allez pouvoir aussi le mettre sur les job boards, sur les plateformes, etc. On va le voir tout à l'heure. Vous allez pouvoir aussi le mettre sur votre profil LinkedIn. Faites juste attention si vous mettez votre CV sur votre profil LinkedIn par rapport à vos coordonnées personnelles, adresse, mail, numéro de téléphone. Moi, je vous invite à mettre un mail qui est plutôt utilisé uniquement à titre professionnel, qui ne se mélange pas avec les autres. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre votre numéro de téléphone. Vous pouvez privilégier un premier contact par mail. Comme ça, vous pouvez très rapidement aussi dégainer vos contraintes actuelles, les missions, le type de mission que vous recherchez actuellement. Donc, un CV suffit, non. Mais par contre, il en faut un. Question suivante. Quel support choisir et pourquoi? Ah mon Dieu, je l'ai traité. Je viens de la traiter. C'est sûr. Donc, on va résumer. Quel support choisir? Le CV, ça va être un document PDF. Ne faites pas des CV en JPEG, ne faites pas des images, parce qu'en fait, les systèmes automatiques des clients, mais aussi les systèmes automatiques des plateformes, Malte, Crème de la Crème, etc., bon, des plateformes pour les freelances, il en existe, il en sort tous les jours, il y en a près d'une centaine, vont avoir des moteurs automatiques et vont venir parser votre CV et chercher des mots-clés. Donc, je vous invite à avoir un PDF qui est éditable. On peut aussi avoir des PDF qui sont issus d'une image et qui ne sont pas donc parsables par les systèmes. Après, si vous êtes un peu dans l'informatique, vous vous en doutez. Donc, un PDF parsable, pas un Word, parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a des sociétés qui n'utilisent plus Word. Vous prenez Airbus, par exemple, ils sont passés sur G Suite. Et puis aussi, on va pouvoir aller aussi l'éditer, etc. Ce qui n'est pas votre intérêt, faites plutôt un format assez bloqué et assez fermé. Préparez toujours un dossier de compétences parce qu'en fait, très rapidement, vous pouvez avoir une société de prestations, une grosse société, une grosse ESN qui va vous proposer une mission et qui va vous porter sur cette mission et ils vont demander à ce que vous remplissiez leur dossier de compétences. Donc, si vous avez déjà toutes vos missions un petit peu au format classique d'un dossier de compétences de ESN, vous pourrez le faire très rapidement. Vous n'aurez plus qu'à faire un bon copier-coller et à vérifier les polices, etc. Donc, préparez ça également. Votre site web, ce n'est pas du tout une obligation. Si vous avez un dossier de compétences, ça suffit largement. Par contre, qu'il soit pertinent. D'autres choses auxquelles on ne pense pas, des références. C'est une façon aussi de communiquer. Vous pouvez avoir des personnes chez qui vous avez fait des missions longue durée et vous allez pouvoir rassurer vos interlocuteurs en donnant ces références. Ne les donnez pas tout de suite, vous dites références disponibles sur demande et s'ils veulent être rassurés, ils pourront contacter ces personnes-là. Réfléchissez à une autre chose au niveau dossier de compétences et CV. Si vous avez fait beaucoup de petites missions, ça peut inquiéter vos interlocuteurs. Donc, il va falloir réassurer avec des références, avec des gens qui peuvent témoigner de vos compétences, ou en tout cas préparer l'information la raison pour laquelle ces missions n'ont pas duré X temps. Si par exemple vous faites du développement, 3 mois de mission, c'est souvent un petit peu court pour suivre un projet de A à Z, il va falloir vous expliquer. Donc, préparez vos supports, préparez les informations, soyez prêts à dégainer, ayez un super GitHub,
déjà, le site web, c'est un plus. Après, si vous êtes dans le développement web, la réponse, est-ce qu'il faut un site web? La réponse est oui, parce que c'est votre métier de faire du développement web. Donc, faire un super site web hyper bien chiadé et avec les dernières technologies, ça va être aussi une démonstration de votre savoir-faire. Voilà. Comment communiquer autour de cette offre et vers qui? Je vais commencer à en parler, mais on va aller faire toute la liste. On va parler de votre profil LinkedIn. Oui, il faut un profil. Ah oui, je ne l'ai pas dit aussi dans les supports, hein. Bien sûr, il faut que vous ayez un support LinkedIn en tant que freelance. Par contre, soyez clair et indiquez clairement que vous êtes freelance. Parce que des fois, ce n'est pas très clair quand les gens vous approchent et ils peuvent vous contacter pour du CDI. En vous, ça va vous agacer parce que vous êtes très clair dans ce que vous recherchez actuellement. Du CDI, no way, vous n'en voulez pas. Donc, soyez clair là-dessus. Il y a un joli profil LinkedIn. Et vous allez pouvoir, sur ce profil LinkedIn, dans votre petit paragraphe de présentation, communiquer sur votre offre, le type d'émission que vous recherchez. Vous allez aussi pouvoir structurer votre parcours. Il faut qu'il soit le plus ressemblant possible par rapport à votre CV. Faites attention aux incohérences. Des fois, moi, je vois, je contacte des gens et le CV est très différent du LinkedIn. Sur LinkedIn, ils ont arrangé un petit peu les dates. Sur le CV, il y a plus d'informations. C'est un petit peu dommage, ça fait se poser des questions. Vous allez communiquer, vous pouvez aussi communiquer non pas avec ces supports-là, le CV, etc., mais communiquer vis-à-vis de vos pairs ou communiquer dans des forums techniques. Je pense à par exemple Twitter. Moi, je suis sur Twitter et j'interagis régulièrement d'ailleurs avec des freelances. Je parle de webinaires où je vois qu'ils posent des questions par rapport à comment faire leur facture ou une problématique de TVA. Je réponds. Et là, du coup, j'interagis avec un freelance et très rapidement, ils me disent, eh ben, moi, je suis freelance, je dis quel type de mission tu recherches. Pouf, la phrase, elle est toute prête et il me la dégaine. Moi, je cherche des missions dans tel type de techno, dans tel type de localisation. Par contre, je suis également ouvert à ça s'il y a tant de remote possible, etc. Par contre, si les missions sont toutes en anglais, je ne peux pas, je n'ai pas le niveau, etc. Donc, ils sont très clairs là-dessus. Il y a des gens qui vont privilégier des missions courtes, d'autres qui vont privilégier des missions très longue durée. Ils sont également, normalement, les freelances pro sont très rapides, donnent très rapidement cette information. Ils ont un petit peu la phrase toute prête. Donc, comment communiquer vers qui? Communiquer vers tout le monde. Dès qu'on vous contacte, faites en sorte de donner cette information. Que les gens l'aient, même si aujourd'hui, ils ne sont pas ouverts à ça. Prenons un exemple idiot, quelqu'un vous contacte, un recruteur, avec un sujet CDI, vous n'êtes pas ouvert. Vous leur dites non, je ne veux pas du CDI. Non, vous dites non, je ne veux pas du CDI. Par contre, je suis ouvert à des missions dans tel secteur, etc. Si un jour vous avez ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous le souhaitez, je peux également vous envoyer mon dossier de compétences ainsi que des références, etc. Parce que là, vous avez fait une démarche commerciale, vous avez un contact potentiel pour l'avenir. S'ils ont une mission, ça se trouve, ils repenseront à vous. Donc, soyez prêts à communiquer. Et comment communiquer? Vers qui communiquer, c'est extrêmement large. Communiquez à votre réseau, au réseau de votre réseau. Mais votre réseau, c'est aussi votre famille, vos amis. Je dis ça, par exemple, à un moment donné, je discute, on va prendre Rémi ici témoin, son père est freelance. Oui, si je n'avais pas discuté avec Rémi et s'il ne m'avait pas parlé du fait que son père était freelance, je ne le saurais pas. Ce que je veux dire, c'est que des fois, vous avez des gens qui sont peut-être vos voisins, vous avez peut-être le boucher, vous avez peut-être des parents d'élèves, là où vous emmenez vos enfants, ou alors vous emmenez votre enfant au judo, il y a d'autres parents que vous croisez. Et si ça se trouve, eux, ils sont décideurs dans une grande société, ils peuvent même vous proposer des missions. C'est très étonnant des fois comme on ne se doute pas d'où peut arriver l'émission potentielle. Et en plus, si ces gens vous connaissent déjà, savent que vous êtes quelqu'un de sympathique, ouvert et intéressant, ils vont être beaucoup plus ouverts à dialoguer avec vous sur une potentielle mission. Donc communiquez un peu partout, soyez prêts un petit peu avec votre pitch. J'ai été dans une boîte où on nous avait formé à ce qu'on appelle, alors c'était une boîte anglo-saxonne, elevator pitch. Donc c'est le discours d'ascenseur. C'est être capable, quand vous montez dans un ascenseur sur 3-4 étages, il y a quelqu'un qui est là avec vous, qui est par exemple votre N+2 ou le directeur d'une autre division. Vous devez pouvoir vous présenter très rapidement. Et vous devez dire quoi? Vous devez dire qui vous êtes. Vous devez dire quelle offre de service, qu'est-ce que vous pourriez lui apporter. Et si vous êtes en recherche actuellement ou à quelle date vous êtes en recherche. Donc, c'est ces 3 infos qui vous êtes. Donc, vous êtes expert Python, 15 ans d'expérience, Python objet, avec une spécialité dans le secteur industriel. Vous pouvez aujourd'hui proposer des missions plus ou moins longue durée sur ce secteur-là, en full remote dans toute la France, ou sinon en présentiel sur Paris et le côté ouest de Paris. Et vous êtes disponible a priori en mars prochain.
à moins qu'il y ait une prolongation. Voilà. 2 phrases, la personne a compris et elle a tout le niveau d'information. Soyez prêts à être capable de dégainer ça rapidement. Si vous devez réfléchir, si vous devez broder, ça va faire vraiment un peu acte commercial, un peu lourd. Donc, préparez votre elevator pitch, soyez capable de le sortir et vers qui vous allez communiquer, vers aussi les événements réseau auxquels vous allez participer. Par exemple, dans le monde d'avant, avant le Covid, on organisait, nous, des meet-up en présentiel où différents freelances pouvaient se rencontrer. Vous pouvez très facilement trouver une mission en fait via d'autres freelances. Si par exemple ils ont été sollicités pour des missions qui ne sont pas dans leur cœur de métier ou leur expertise et que c'est la vôtre, eh ben, ils pourraient simplement dire à la personne qui les contacte, non, je ne veux pas faire de mission en Node.js, c'est pas mon expertise. Par contre, je connais un freelance que je peux vous adresser et il vous a croisé et du coup il pourra vous apporter une mission. Donc, pensez à tout ça. Faites en sorte qu'aussi vos anciens managers, vos anciens collègues, vous les avez peut-être sur votre réseau LinkedIn ou pas, communiquez. Vous pouvez aussi vous faire une petite liste, prenez des freelances qui ont ça, qui ont une petite liste sur LinkedIn de gens avec qui ils ont fait des missions dans le passé, des gens qui les ont contactés dans le passé pour des missions, se sont fait leur le petit groupe. Et ensuite, quand ils sont potentiellement disponibles, ils envoient un message à chacune de ces personnes-là pour leur dire je vais être disponible telle date, telle heure, dossier de compétences à jour disponible sur demande, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Il y en a aussi qui entretiennent leur réseau, qui envoient des petits messages tous les 6 mois en disant voilà, là, je ne suis pas disponible, mais au plaisir d'échanger avec vous si jamais vous avez des sujets pour la deuxième partie de l'année, etc. Ils se rappellent à votre bon souvenir ou alors ils like un petit post, etc. Entretenez votre réseau, soyez présents. Pour moi, aujourd'hui, là où les freelances doivent être présents, c'est bien évidemment sur LinkedIn. Sur Twitter, moi, j'en vois de plus en plus. Alors, si on aime, on n'aime pas. Ensuite, il y a les plateformes. Alors là, il y a à boire et à manger dans les plateformes. La problématique des plateformes, c'est que vous pouvez être contacté, vous pouvez afficher par exemple votre TGM à 500, des gens qui ont 250 euros de TGM, de budget, ils vont vous contacter quand même, vous allez perdre votre temps. Vous risquez d'avoir beaucoup de sollicitations, donc faites en sorte, la plateforme, choisissez d'y aller ou pas. Si vous choisissez d'y aller, il va falloir que vous y soyez régulièrement, il va falloir que votre profil soit à jour, parce qu'aussi, les gens qui vont se connecter vont voir depuis combien de temps vous ne l'avez pas mis à jour. Il va falloir aussi être actif et le plus vous donnez d'informations, le plus la plateforme va être contente et va vous mettre en avant. Voilà. La problématique aussi des plateformes, c'est qu'il y a souvent une petite note ou un petit avis. Donc, au début, quand vous arrivez, ben, vous êtes rien, vous êtes nobody. Elle ne vous met pas en avant. Et c'est une fois que vous aurez fait des missions via la plateforme que vous serez mis en avant. Donc, faites le choix d'y aller ou pas, mais n'y allez pas à moitié. Ensuite, il y a aussi des plateformes gratuites. Alors, par exemple, il y a WeBoss qui est entièrement gratuit pour les clients comme les freelances. Vous ne demandez pas leur business model, je ne le connais pas, mais ils sont très sympathiques. Ils sont du côté de la Bretagne. Et ils ont fait une plateforme pour les freelances de mise en relation. Donc, regardez les plateformes qui sont gratuites, mettez à jour votre dossier. On a parlé de LinkedIn, on a parlé de Twitter. Vous pouvez faire aussi des posts. Vous pouvez aussi participer à des forums ou à des groupes. Vous pouvez aussi être dans des groupes Slack. Vous pouvez aussi aller à des webinaires. Vous pouvez aller à des événements en présentiel. Et les forums techniques, c'est vraiment très intéressant, notamment des forums qui sont un petit peu en ligne, parce que du coup, là, vous allez pouvoir montrer votre expertise et aussi dire que vous êtes freelance. Par contre, il faut que ça soit très clair aussi, encore une fois, dans votre titre. Vous allez participer à une conférence et voilà, vous mettez freelance en cybersécurité, vous allez, je pense à ça parce que la semaine dernière, j'étais à une convention à Toulouse et voilà, sur votre truc, plutôt que de mettre CEO, non, vous mettez freelance en cybersécurité. Les gens qui vont dialoguer avec vous vont tout de suite comprendre qui vous êtes et ce que vous proposez. Question suivante. Vous pouvez poser des questions dans la conversation et le chat, j'y répondrai. Comment on aurait pour répondre aux sollicitations de manière pro? Alors ça, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que des fois, je contacte des freelances qui me disent ah non, je ne suis pas disponible, je suis en mission. D'accord. Donc, je ne sais même pas si la mission que je leur ai proposée est dans leur corde et dans leur centre d'intérêt. Si j'ai une mission qui y ressemble, est-ce qu'il faudrait que je les recontacte? Je ne sais même pas quand est-ce qu'ils sont disponibles. C'est dommage. Vous vous êtes fermé une porte. Non, préparez votre petit message prêt. Quand vous êtes en mission, soyez capable de dégainer à toute sollicitation le fameux petit laïus, un peu comme votre elevator speech à l'oral tout à l'heure. Vous avez votre petite phrase toute prête que vous n'avez plus qu'à copier-coller.
Tiens, Rémi, fais-moi penser tout à l'heure, je leur donnerai le petit outil qu'on utilise pour faire les réponses toutes prêtes. Vous avez votre petite réponse toute prête en disant « Non, je suis en mission actuellement. La visibilité que j'ai, c'est jusqu'à la fin du semestre, avec une potentielle reconduction. Pour information, le type de mission que je recherche d'habitude sont… » Et là, vous mettez vos compétences, votre expertise, la durée de mission, vos contraintes, etc. Là, la personne, elle va se dire « Ah, intéressant, il a répondu de manière très professionnelle, je sais ce qu'il peut chercher et je sais quand est-ce qu'il va être disponible. Donc, moi, je me note dans mon calendar de le recontacter si j'ai une mission là-dessus. » Vous pouvez aussi répondre de manière très professionnelle. Aujourd'hui, je suis en mission pas disponible, mais si vous le souhaitez, je peux vous proposer un rendez-vous 30 minutes maximum où je vous présente mon dossier et mon parcours. Comme ça, si à l'avenir, vous avez un autre sujet à me présenter, on se sera présenté, on se connaîtra et les choses seront plus faciles. Bon, évidemment, si vous êtes blindé sur votre mission, vous n'allez pas pouvoir. Mais les bons freelances et les très pros, c'est à ça qu'on les reconnaît. Quand je les sollicite, ils me répondent déjà très rapidement et ils me répondent toujours. Ils me disent très rapidement quelle est leur situation et ce qu'ils recherchent et ils me proposent très souvent quand même un entretien. Je pense à ça, j'avais un freelance, il était disponible qu'à un mi-temps et encore. La mission était à temps complet, il le savait, mais il a quand même répondu. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était l'occasion de faire une démarche commerciale et de se faire connaître. Donc, on lui explique le projet, etc. Et puis, à la fin, il nous dit, bon, bah voilà, en fait, je ne suis pas disponible. Est-ce qu'un temps partiel, c'est possible? On lui dit non. Il dit, bon, voilà, je suis désolée, pour ce sujet-là, je ne vais pas pouvoir répondre positivement. Mais est-ce que vous pensez que vous aurez d'autres sujets d'ici 3 mois où là, je serai peut-être disponible à temps plein, qui pourraient correspondre, etc. Il l'a fait de manière très professionnelle. On est en B2B. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne me suis pas sentie trahie parce qu'il a accepté le call et qu'en fait, il n'est pas disponible. Pour en parler franco, ce gars-là, pour la mission que je l'ai contacté, il n'était pas disponible. Mais il a entendu ce que j'avais à proposer, il a eu confiance et du coup, à la fin, il m'a ouvert les portes aussi pour qu'on reste en contact. Il y a des freelances que je connais depuis 2017 avec qui j'ai des échanges réguliers. Et à chaque échange, quand j'ai une mission qui leur correspond, je leur en parle. Et au fur et à mesure aussi, leur offre de service a évolué. Il m'a communiqué à ce sujet, m'a donné les infos. Et quand je lui proposais une mission, il me disait ah, alors ça m'intéresse. Par contre, tu vois, cette partie-là, un peu moins. Mais du coup, ce gars, je le connais. Et le jour où j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté, mais avec une mission, mais le rêve, quoi, c'était exactement ce qu'il voulait, dans les détails près. Il y avait de la conception électronique, il y avait de l'industrialisation, il y avait de la certification. Lui, il a un petit peu de matériel chez lui. Il y avait de l'accompagnement dans une boîte qui faisait peu d'électronique d'habitude, où il allait vraiment pouvoir amener son expertise dans un secteur industriel. C'était pile poil ce qu'il recherchait. C'est le premier à qui j'ai pensé. Je l'ai appelé et il s'avère qu'il était disponible, pas tout de suite, mais d'ici un mois. Il correspondait tellement que le client a attendu. Et on a fait un petit bisou pour qu'il commence à comprendre et à voir de la documentation en amont. Donc, comment répondre aux sollicitations de manière pro? Déjà, répondez. Ne faites pas de la sourde oreille et préparez votre petit texte. Comment préparer votre petit texte? Alors ça, c'est un petit truc de recruteur, c'est un petit outil gratuit que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle TextBlaze, T-E-X-T-B-L-A-Z-E. Rémi, si tu peux le remettre dans la conversation. Vous pouvez enregistrer, par exemple, vous tapez slash, alors moi je tape slash RH, automatiquement ça écrit réseau.tech en majuscule avec une petite barre verticale. Ça me sert pour les objets de mail. J'ai un petit slash lien, j'écris ça et automatiquement ça met tout un paragraphe où ça dit merci pour votre sollicitation, je vous propose qu'on discute, ça envoie le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. Calendly, c'est un autre outil que certains freelances utilisent, alors très peu, hein. Nous on l'utilise, ils sont souvent épatés. Quand ils le découvrent, ils l'utilisent. Vous l'avez aussi dans Google, hein, je crois. C'est un outil qui vous permet de donner vos créneaux de disponibilité à un interlocuteur. Vous pouvez par exemple dire, moi je réserve 2 créneaux de 30 minutes par semaine pour répondre aux sollicitations et dialoguer en visio. Vous mettez ces 2 créneaux et uniquement ces 2 créneaux, vous sortez votre Calendly, la personne vous avez en interaction, merci, vous avez votre petit paragraphe, vous avez le petit lien de votre site ou alors d'un Google Drive pour pouvoir télécharger votre dossier de compétences. Vous mettez le petit long, ils peuvent prendre rendez-vous. Si ça se trouve, c'est dans un mois, mais au moins c'est un rendez-vous où ils auront l'opportunité de faire connaissance avec vous. Donc TextBlaze, ça vous permet avec un slash L ou un slash M ou un slash quelque chose, d'avoir un petit texte qui sort très rapidement, plus ou moins long. Et c'est là que vous allez pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Petit 1. Et ensuite, vous allez pouvoir vous préparer votre fichier. Donc, la réponse aussi à la question qu'on nous pose souvent, mais comment on trouve ces missions? Eh bien, en fait, c'est en faisant ce travail-là. C'est en répondant aux sollicitations, vous allez vous construire une base de données de gens qui auront potentiellement des missions pour vous. Et ces gens, en plus, seront rassurés parce qu'ils vous connaissent déjà, même s'ils n'ont pas travaillé avec vous.
Voilà. Proposez évidemment de vous connecter, de se connecter à votre profil sur LinkedIn. Ensuite, vous pouvez aussi entretenir votre LinkedIn. Là, forcément, c'est un travail de plus longue haleine. Moi, souvent, je vois les freelances qui commencent à entretenir leur LinkedIn juste 2 semaines avant la date de fin de mission pour dire je suis disponible. Bien évidemment, c'est une façon de faire, mais si de temps en temps vous postez ou vous repostez des articles qui sont dans votre cœur de métier, ça va aussi entretenir un petit peu votre réseau qui va voir votre nom apparaître régulièrement. Il y a des outils, il y a une version gratuite, je crois qu'il existe aussi de Swello, SWE2LO. Rémi aussi va vous le mettre. C'est un outil français, développé par des Français, qui vous permet de gérer vos réseaux professionnels. Vous pouvez gérer votre Twitter, votre LinkedIn, votre Instagram, votre Facebook, tout connecté. Et vous pouvez programmer des posts. Et si vous n'avez pas de grosse quantité de posts, il y a une version gratuite. Donc, par exemple, vous pouvez écrire des petits articles qui présentent votre offre de service ou qui présentent un point technique particulier sur votre domaine d'expertise et vous programmez une fois toutes les 2 semaines. C'est publié sur Twitter, sur Facebook, etc. Et ça permet d'entretenir votre réseau de manière automatique. Voilà pour la réponse. D'autres questions? Qu'est-ce qu'on avait? Ah, les prochains webinaires. Avant de parler des prochains webinaires, déjà, est-ce que vous avez peut-être des questions là-dessus? Est-ce que vous avez déjà pensé aussi à faire un dossier de compétences? Si vous avez été en ESN, forcément, vous en avez un. Mais est-ce que vous avez cette notion entre le CV et le dossier de compétences? Est-ce que vous avez les deux? Je dis bien qu'il faut avoir les deux, parce que dans un premier contact, vous risquez d'avoir un commercial ou vous risquez d'avoir un RH qui a peu de compétences techniques et va avoir peur s'il voit un dossier de compétences très long. Et un petit CV d'une page va les rassurer quant à votre posture et à ce que vous recherchez de faire. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez aussi un site web? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire tout ce travail-là? Vous pouvez commenter. Et est-ce que vous avez un compte LinkedIn vraiment professionnel que vous entretenez? Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes freelance, vous devez avoir ce compte. Ça peut vous amener des sollicitations. Vous préparez votre petit text Blaze pour y répondre de manière quasi automatique. Et derrière, vous vous faites une petite routine. Vous prenez le nom de la personne, vous le mettez dans un petit fichier Excel bien caché et vous savez que vous avez ces contacts potentiels. Je ne sais pas si c'est des réflexes que vous avez, mais en tout cas, de notre côté, moi, quand j'étais commerciale en société de service, ou aujourd'hui pour développer, j'utilise beaucoup la technique du inbound marketing, qui est d'entretenir une communauté, d'entretenir des contacts, d'entretenir un réseau. Et nous le faisons avec un peu une communauté de freelance avec qui on travaille. Comme l'exemple que je vous donnais, avec ce freelance avec qui je connais depuis 2017. Régulièrement, on se fait des points. Pendant 4 ans, il n'a jamais travaillé avec nous. Et puis tout d'un coup, il travaille avec nous. Et puis il travaille avec nous sur la mission suivante. Puis après, il ne retravaillera pas avec nous, mais on restera en contact ou au courant. Et aussi, faites-vous votre petit réseau de freelance. Typiquement, si vous avez des sollicitations et qu'à chaque fois vous êtes sollicité, vous dites non parce que vous n'êtes pas disponible ou non parce que ce n'est pas votre techno, les gens après ils vont arrêter de vous solliciter. Mais si vous avez des contacts à leur donner, tiens, j'ai un autre freelance, je connais quelqu'un. Alors, je ne dis pas ça pour faire de l'apport d'affaires, pour venir faire le grip-sous, récupérer de l'argent, mais déjà pour montrer que vous êtes un apporteur de solutions, que vous êtes un acteur de votre communauté de freelance et qu'il est bon de garder un contact avec vous. Voilà. Donc, comment trouver des missions et comment communiquer? Communiquez sur votre offre, parlez-en autour de vous et ça vous aidera en fait à ce que les missions elles tombent toutes seules. Voilà. Semaine prochaine pour les prochains webinaires. On a des questions, Rémi? Ah oui. Ah oui. Alors, on a Omar qui dit merci pour la présentation. Le CV généré par LinkedIn est-il suffisant si bien Alors, le détaillé? CV généré par LinkedIn, il n'est pas très esthétique, on va se parler franchement. Et en plus, il ne donne pas vos coordonnées la plupart du temps. Quand vous le téléchargez, la personne qui le télécharge, elle ne va pas avoir vos coordonnées, ni votre mail, ni votre téléphone. Et pour organiser, par exemple, un entretien, ce n'est pas très pratique. Il n'est pas très sexy. Il est vraiment, je ne sais pas si vous l'avez déjà téléchargé, c'est bleu d'un côté. Comment dire, ça va pas vous rendre différenciant. Alors, si vous êtes dans un métier où vous êtes ultra sursollicité, évidemment, ça va suffire. Mais si vous êtes freelance, qui vous installez, là, moi, je vous invite à avoir plutôt un truc un peu plus sexy, et un peu plus esthétique, un peu plus aux normes. Pas besoin de faire dans l'originalité, mais un truc un peu plus percutant sur le message qui est passé. Dites-vous bien que vous êtes, en tant que freelance, vous êtes une société. Vous êtes un homme orchestre, vous devez faire votre communication, vous devez faire votre marketing, vous devez faire votre commerce. Et tout ce que je vous ai dit au fur et à mesure de ce webinaire, ça permet de faire les trois.
Ça fait votre marketing, vous allez cibler à qui vous parlez, vous allez cibler votre message et vous allez le préparer. Votre communication, vous allez préparer votre communication, vous aurez déjà tout votre outillage de prêt, vous aurez vos petits templates de réponses automatiques et vous aurez l'habitude aussi de faire des prises de connaissances avec différents interlocuteurs. Et ensuite, vous allez faire votre commerce. Je prends un autre exemple totalement personnel. Quand j'ai créé Réseau.tech, je me tâtais avant de créer la société, je me posais des questions, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis sur LinkedIn concrètement que j'allais créer une société, etc. Et je me suis mis vraiment très, très ouverte au réseau. Et à communiquer là-dessus, ça a été republié et j'ai eu des sollicitations, des gens qui me proposaient de me rencontrer. C'était des gens que je ne connaissais absolument pas, qui n'étaient pas dans mon secteur. J'ai aussi eu des sollicitations et je suis allée à des, comment on appelle ça, des clubs affaires, là, des clubs d'entreprise. Alors, les clubs d'entreprise, c'est cher, hein, c'est entre 250 et 1000 euros par an, mais le premier rendez-vous est toujours gratuit. Donc, en fait, j'ai fait le premier rendez-vous de plein de clubs d'entreprise à Toulouse. Et j'ai été un peu en mode yes. Voilà, il y a yes man, non, moi j'étais yes woman. Je répondais oui à tout. Donc j'allais en ville, je croisais quelqu'un, voilà, on se donnait rendez-vous dans un café, dans un Starbucks, on discutait, on se présentait notre offre mutuelle. Souvent aussi, c'était des gens qui s'installaient freelance dans d'autres métiers. Bah, ces gens-là, vous savez, m'ont servi dans le passé. Ils ont évolué, moi j'ai évolué. Et aujourd'hui, c'est une communauté que j'ai créée. Ce sont des gens aussi qui m'ont rassurée sur mon installation. Ils avaient des problématiques, ils s'installaient, eux, freelance, ou ils créaient leur société dans leur propre domaine complètement différent. Mais on a échangé sur les expériences et des fois, on fait un petit point. Je pense à quelqu'un qui a créé un cabinet de recrutement, Fanny, dans le diagnostic immobilier. Très loin de mon monde. Mais j'ai vécu son aventure, j'ai vu sa communication. On a appris au fur et à mesure l'une de l'autre. Et de temps en temps, on refait un petit point. Qu'est-ce qui me dit que Fanny, qui est dans le diagnostic immobilier, n'a pas un beau-frère dans les systèmes embarqués ou un cousin jeune diplômé, ingénieur en cybersécurité, que ça peut m'amener un candidat que je vais pouvoir placer chez un client? On ne sait jamais de quoi la vie sera faite. Donc, si vous allez naturellement vers les autres, vous le ferez facilement. Si vous n'avez pas un naturel pour y aller, utilisez les petits trucs que je vous ai dit avec Swello pour automatiser votre communication, avec du TextBlaze pour avoir des petits messages. Préparez ça pour être un petit peu moins à donner de votre personne en présentiel et soyez actifs sur les réseaux. Alors, j'ai une autre question. Mm. Beaucoup d'employeurs demandent des dossiers de compétences. Oui. Est-ce obligatoire? Alors, pour une ESN, ça l'est, parce que l'ESN, ce qu'on attend d'une société de service, c'est qu'elle présente son consultant. Alors après, le client, il n'a pas besoin de savoir si c'est son consultant en CDI, en CDD, si c'est un freelance. Ce n'est pas le problématique du client final. Et l'ESN, elle a une image à garder. Et elle a fait le travail pour vous trouver, pour vous proposer sur cette mission. Elle va vous amener à cette mission. Eux, ils ont l'ESN, ce qu'ils font, bah, c'est qu'ils cherchent des missions. Vous avez bien vu, hein, dans une ESN, vous avez, moi, celle où je bossais, on était 20, il y avait 20 à 30 commerciaux. Moi, j'étais commerciale, pas d'assistance technique, mais de forfait. Hein, bon, c'était vraiment une activité différente. Mais je voyais mes collègues sur l'assistance technique, c'était des machines de guerre à trouver de la mission, à entretenir des clients, à aller chasser, à aller se prospecter. Donc, ils font un travail énorme qui coûte très cher là-dessus. Donc, ils vont vous amener la mission tout cuit. Et eux, ils ont besoin quand même de montrer que c'est eux qui ont fait ce travail-là et de préserver leur image. Donc, oui, ils vont vouloir un dossier de compétences à leur image. Mais si vous avez déjà, vous savez comment c'est un dossier de compétences, bah, typiquement, nous, à Réseau.tech, on a aussi un format de dossier de compétences. Pourquoi on l'a? Tout simplement aussi pour montrer aux freelances qu'est-ce que c'est un dossier de compétences. Parce que s'ils doivent passer ensuite vers une autre société, ils l'auront déjà préparé. Un dossier de compétences, dans la première page, vous allez décrire vos compétences et vous allez mettre votre diplôme, globalement les langues parlées. Ça, c'est la première page. Les pages suivantes, c'est un paragraphe, une mission. Des fois même, c'est une page, une mission, avec, comme je vous le disais, le titre dans l'entreprise, la date de début, la date de fin, le lieu. Précisez bien à chaque fois si vous étiez en freelance ou si vous étiez en consultant dans une ESN, précisez bien le contexte de cette mission. Notamment, des fois, les gens ne comprennent pas. Si vous avez fait 6 mois dans une boîte, 6 mois dans l'autre, ils vont se dire c'est une personne qui bouge tout le temps. Non, c'était un consultant, il était employé par Capgemini et il a fait 6 mois de mission là, 6 mois de mission là, 6 mois de mission là. Donc, mettez, vous avez fait votre mission à Airbus on behalf of Capgemini, par exemple en anglais, ou via Capgemini, et ça va être plus clair. Vous avez fait cette mission via Capgemini, celle-là, etc. Vous allez à chaque fois mettre le projet sur lequel vous avez travaillé, l'équipe dans laquelle vous étiez, et détailler bien ce que vous
vous et personne d'autre, ce que vous avez fait. Et pensez à tout ce que vous avez fait. Des fois, on oublie de parler de la documentation aussi qu'on a faite, des interactions qu'on a faites avec des clients à l'étranger, de certaines négociations. On va penser qu'à la techno et au dev. Non, pensez bien à dire tout ce que vous avez fait qui pourrait être utile pour donner vraiment la dimension. Si vous avez fait du développement, souvent, moi, je dois demander à mes interlocuteurs, mais c'était du développement from scratch ou pas, ou vous avez repris du code catastrophique et vous l'avez optimisé. Racontez cette histoire, mettez pas juste au développement de JS. Non, vous avez repris l'architecture, vous l'avez optimisé, vous avez repris du code existant, vous avez fait du support et géré des bugs, notamment des bugs très complexes, les bugs niveau 3. Ou alors vous avez fait du développement from scratch et tout mis en place. Racontez ça dans le détail, mettez pas que le mot développement. Et ensuite, l'environnement technique, là, ça sert à quoi? C'est que si on voit 10 missions en Node.js, on va se dire, ah oui, c'est un expert en Node.js. C'est pas parce que vous l'avez marqué sur la première page qu'on va vous croire sur parole. Ce sont vos missions ou vos postes que vous avez occupés qui vont illustrer ça. Et si dans une entreprise, vous avez travaillé sur plusieurs projets, et si dans une entreprise par exemple, vous avez travaillé pendant 3 ans dans une boîte, mais vous avez été sur 6 projets différents, moi, je dis, n'hésitez pas dans un dossier de compétences à me faire un paragraphe par projet. Un dossier de compétences est orienté projet ou mission. Ce n'est pas orienté quel poste vous avez eu dans une entreprise. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Alors du coup, le prochain webinaire, vendredi prochain, un échange en live avec des freelances expérimentés. On va leur demander, ce que je vous ai dit, toutes les questions, on va leur poser comment ils communiquent, comment ils trouvent leur mission, quel statut ils ont choisi, est-ce qu'ils ont changé de statut, comment ils ont évolué, depuis quand ils sont freelance, et pour ceux qui ne sont plus freelance, pourquoi ils ont arrêté, etc. Et on vous envoie bientôt la programmation de janvier et février. S'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Et là, j'essaye de vous trouver aussi des interlocuteurs. Donc, on va avoir une société de portage extérieur qui va arriver. Tous nos webinaires sont en ligne. Vous les avez sur la page YouTube. Vous avez par exemple un webinaire que j'ai fait avec une spécialiste du recouvrement d'impayés. Et j'étais là aussi. Moi, j'ai parlé un peu de l'aspect contractuel et elle de l'aspect recouvrement. Il y en a un aussi que j'ai fait avec un cabinet comptable qui vous explique la différence entre les statuts. Si d'ailleurs j'avais envie d'en faire un peut-être spécifiquement autour des frais qu'on peut passer quand on est en société. Ça, c'était pour vous aider à choisir entre l'auto-entrepreneuriat, le portage salarial et la société. Le gros avantage de la société, c'est les frais, donc on va en faire un spécifique là-dessus. Voilà, s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, c'est avec grand plaisir et je vais vous trouver des gens extérieurs aussi pour vous raconter toutes ces histoires. Et c'était un plaisir de vous avoir, comme d'habitude. Ici, vous avez ma page LinkedIn avec ce QR code et la page de Réseautech. Vous pouvez suivre la page de Réseautech, on donne très régulièrement, ainsi que ma page, je donne très régulièrement des conseils aux freelances. Et puis moi, je passe ma vie de toute façon sur les réseaux et je me ferai un plaisir de vous conseiller si besoin. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez une petite question, je vous dis des fois, j'interagis avec des freelances qui veulent, par exemple, sont entrepreneurs, ils veulent passer à la TVA. Des fois, j'ai la réponse, des fois, je ne l'ai pas, je vous le dirai. Et des fois, j'ai quelqu'un à vous mettre en relation. J'avais un freelance, il était en pré-retraite, situation un peu particulière. Et je lui ai trouvé quelqu'un d'autre qui avait été dans cette situation où ils ont parlé entre êtres humains et ils se sont entraidés. Voilà. Ensemble, on va construire un monde meilleur et plus de flexibilité pour que vous puissiez choisir ce qui vous plaît de faire. C'est aussi ça le freelancing, c'est la liberté de choisir. Communiquez là-dessus, soyez positifs et je vous dis à bientôt. À bientôt.